Ces images racontent une tragédie en forme de coup de foudre. Un avion s'est abattu ici. Il touchait au but. Milan est à moins d'1 minute de vol. Coup de foudre parce que dans cet avion, il y avait Mattei, le roi du pétrole italien. De ce géant, il est resté 10 kilos de membres épars qu'un prêtre a béni. On n'est même pas certain de l'identification. Mattei s'est littéralement volatilisé. Ce qui lui appartenait et dont on est absolument sûr, c'est une mèche de cheveux amalgamée aux débris de l'appareil. L'accident s'est produit le 27 octobre au lieu dit Bascape. Il aurait pu ne pas avoir lieu. Mais Mattei, qui venait de Catane, ne tenait jamais aucun compte de la météo. Il n'avait pas le temps. Et ce jour-là, la météo était mauvaise. Après qu'on ait enseveli ses restes informes dans le petit cimetière de son village, Rome lui a fait des funérailles nationales. Pour cet homme, qui n'était somme toute qu'un fonctionnaire, les plus hauts dignitaires de l'État ont pris le deuil. Nasser a fait envoyer une gerbe de fleurs. Des chefs de gouvernement par dizaines ont câblé leurs condoléances. 50 millions d'Italiens ont ressenti comme un coup au cœur. On n'avait jamais vu ça. Tout ça pour un employé de l'État italien qui n'était même pas assuré de la retraite. En effet, le contrat de Mattei arrivait à échéance tous les 3 ans et chaque fois son renouvellement provoquait chez lui une réelle incertitude. Dans la foule, des ministres, des ouvriers, des compagnons de la libération. Voici le visage de cet homme qui est mort. Nous avons cherché à reconstituer son personnage, à mettre en image et en parole le secret de sa vie. Avait-il même un secret? Mattei ne parlait jamais de lui. C'était le contraire d'une vedette. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, personne n'avait éprouvé le besoin de remonter sa trace. Il était né en 1906 à Acqualagna di Pesaro, dans les Marches. C'est là que fut prise cette singulière photo de famille où l'on voit beaucoup de gendarmes. C'est que le père d'Enrico était carabinier. Sa mère, Angela, s'était faite lingère pour que ses 5 enfants puissent étudier. Vaine ambition. On n'était pas riche chez les Mattei, quoi qu'on fasse pour arrondir la maigre paye du père. Un homme tout d'une pièce, le brigadier Mattei. Il vivait au garde à vous. Sur cette photo, le petit Enrico a 2 ans. À quel destin est-il promis? On aurait bien de la peine à l'imaginer. L'album de famille qui le montre ici, adolescent, aux côtés d'un frère premier communiant, ne révèle rien que de très banal. Le voici à 20 ans. Il est depuis 6 mois chef de fabrication à la tannerie de Matelica, le village de sa jeunesse. Alors qu'on l'admire d'être arrivé si vite, il quitte tout pour monter à Milan. Milan, c'est son Far West. Quand la guerre éclate, il a 33 ans. Il abandonne ses affaires et se lance dans la résistance dont il devient très rapidement un des chefs. Nell'ora tragica della patria, quasi inermi, ma forti per sovrumana volontà, tutto sacrificando un ideale supremo di giustizia, i volontari della libertà affrontarono la lotta a oltranza contro la tirannide che ancora una volta opprimeva la nostra terra. Au fond de lui-même, des idées mûrissent et se trempent au feu du courage. 2 fois, les Allemands le prennent, 2 fois, il leur échappe. Il organise, noyaute, tire des plans. Les volontaires de la liberté deviennent grâce à lui 10 000, plus 100 000. Il les range sous le drapeau de la démocratie chrétienne naissante. Ce n'est pas qu'il ait des idées politiques bien arrêtées, il n'aime pas le fascisme, voilà tout. Il est devenu un partisan dans toute l'acception du terme. Partisan de quoi? Il faudra attendre la fin de la guerre pour qu'il choisisse. Quand sonne l'heure de la libération, il n'a plus qu'à trier ses plus fidèles compagnons et souhaiter que la paix lui offre la possibilité de travailler encore avec eux. Brassard à la manche, on le voit ici à droite, défilant en vainqueur avec ses camarades de combat. Le général américain Clark le décore pour ses hauts faits. Mattei est devenu un héros. Mai 1945, la jeune République le nomme commissaire du gouvernement en Italie du Nord avec mission de liquider la GIP Mineraria, une société fondée en 1926 par Mussolini pour dresser la carte des richesses italiennes en hydrocarbures. Le nouvel État a besoin d'argent et la GIP vaut 60 millions de lire. Tout cela, Mattei le sait,
Mais il sait aussi que l'Italie sort exsangue de la guerre et que si l'on pouvait trouver du pétrole, même avec une machinerie fasciste, il ne faudrait pas hésiter. Alors il désobéit au gouvernement. 10 mois plus tard, parce qu'il a désobéi, Mattei trouve du pétrole dans la plaine du Pô. Le premier coup de poker a réussi. Et le voilà qui se lance dans la recherche pétrolière comme il s'était jeté dans la résistance. L'État a fini par céder. En 1953, Mattei est nommé président de l'Office national des hydrocarbures. L'Italie infirme ainsi sa volonté d'accéder elle-même aux sources d'énergie qui lui manquent. Mattei se souvient de ce qu'on lui avait appris à l'école. L'Italie est un pays pauvre en énergie, le charbon qu'elle achète au dehors lui revient 10 fois plus cher qu'aux pays producteurs. Chaque coup de sonde qu'il donne est ressenti comme une piqûre par le cartel international des pétroles auquel il a ravi dans son propre pays le monopole de la recherche. La seconde phase de cette fabuleuse aventure, c'est l'utilisation de l'énergie découverte. De prospecteur, Mattei se fait bâtisseur d'empire. Il sème les usines à la volée, tisse sur l'Italie un réseau de méthanoducs. Le train d'enfer qu'il mène l'a conduit à étendre son activité à plusieurs continents. Il pénètre dans les chasses gardées des 7 grands du pétrole en brisant le système jusqu'ici intangible du 50-50. Mattei, lui, se contente du 25%. Et c'est ainsi que d'année en année, il devient par la puissance acquise une sorte d'État dans l'État. L'Italie a aujourd'hui tout le butane dont elle a besoin. Mattei dicte la politique étrangère, manipule les gouvernements, mais vend aussi des engrais et du caoutchouc synthétique. Tous les secteurs de la production d'énergie l'intéressent. Il construit à Latina, au sud de Rome, une immense centrale thermonucléaire, la plus importante d'Europe. Les kilowatts qu'on en attend viendront s'ajouter à ceux que produisent les compagnies privées. 70 milliards de lire, tel est le prix de ce nouveau coup de poker de Mattei. L'usine doit entrer en fonction dans le courant de l'été prochain. Grâce à Mattei, l'Italie est en passe de réaliser ce rêve fou, ne plus dépendre d'autrui pour l'approvisionnement du pays en énergie. L'ENI fait vivre des millions d'Italiens. Tout cela par la volonté d'un seul homme, Mattei. Le petit manœuvre de Matelica a fait du chemin. Il croit à ce qu'il fait. Il est poussé en avant par la force de son idée de toujours. Produire de l'énergie à bas prix, c'est la base du progrès économique, pour exporter le travail italien et non plus les travailleurs. Le président de l'ENI pense qu'il ne peut que gagner cette gigantesque bataille. Quand il parle de son entreprise, il a la foi du croisé et porte en lui l'espérance d'un avenir radieux. Quante possibilità per il nostro paese, che aveva sempre sofferto della mancanza delle fonti di energia. Noi pagavamo il carbone il doppio in Italia. Voici comment s'exprimait l'homme qui a fait trembler l'empire international du pétrole. David contre Goliath, il n'a qu'une passion, le développement de son pays. Questo che stiamo facendo è naturalmente una garanzia per l'avvenire, per lo sviluppo ancora, perché qui aumentiamo i consumi, quindi dobbiamo aumentare le produzioni. Ed è quello che noi stiamo facendo, dare all'Italia la tranquillità per l'avvenire, perché l'Italia è diventato un grande paese industriale, lo diventa ancora di più. Bisogna che la nostra gente lavori in Italia, lavori nel sud. Cette furieuse course à l'énergie conduit Mattei aux plus grands honneurs comme aux plus extraordinaires responsabilités. Il discute d'égal à égal avec les chefs des pays producteurs d'or noir. On le reçoit comme un président de République. Il incarne une nouvelle forme de capitalisme. Par lui, l'Italie peut traiter sans complexe avec les anciennes colonies. Elle ne souffre pas du handicap qui paralyse certains de ses partenaires européens. Mattei fait figure de commerçant qui joue franc jeu. On lui fait des réceptions lorsqu'il débarque aux aéroports. Cet homme haï, discuté, craint, détesté ou adoré s'assoit à la table des gouvernements. Il signe des traités comme un chef d'État. Salaire d'Enrico Mattei, 1 million de lire par mois dont il verse la plus grande part à l'orphelinat de son village. Il n'a jamais travaillé pour l'argent. Mais à quel train d'enfer l'oblige ce régime?
Dans les 10 dernières années de sa vie, il a passé 2500 heures en avion dirigeant ses affaires à 800 km/h. Ce n'est pas là un des moindres aspects de la guerre qu'il livre au cartel. Pour élargir la brèche ouverte dans la citadelle du 50-50, il paie de sa personne à toute heure du jour et de la nuit. Oléoduc, pétrole, raffinerie, nous savons tout. Mais qui était Enrico Mattei? Des gens l'ont connu à des titres divers. Est-ce que cela refait Enrico Mattei? Peut-on reconstituer un homme à la manière des enfants qui inventent des maisons en assemblant des cubes? Essayons. Il avait cet air énergique, extrêmement énergique. On comprenait tout de suite dans son regard qu'il voulait quelque chose. Il le savait bien ce qu'il voulait. Et on imaginait qu'il aurait tout fait pour l'avoir. Mattei était plutôt un bel homme qui ne ressemblait pas du tout à un condottiere, comme on l'a dit, n'est-ce pas, à mon avis, mais qui ne donnait pas du tout l'impression de vulgarité. Et il n'imposait pas par son intelligence, il n'était pas très intelligent, je ne crois pas à son extrême intelligence. Il n'avait pas de sens of humor du tout, ce qui est d'ailleurs un caractère typique des constructeurs et des fanatiques, n'est-ce pas, qui sont toujours austères. Nous avions une passion commune, à vrai dire, je n'ai pas eu d'autre relation avec lui que celle de la pêche à la truite. Et il apportait dans la pêche à la truite la même passion, la même force que dans ses affaires. Il était increvable. Il était extraordinaire. Il partait à l'aube, il nous plaquait même, revenait le soir, avec la même forme, passant 10, 12 heures le long d'une rivière, et je pense luttant avec les truites comme il luttait avec les sociétés contre lesquelles il était en guerre. Il avait des failles. Dans ce bloc, il y avait évidemment quelques faiblesses, mais il les cachait bien. Est-ce qu'il y a eu des moments, lorsque vous étiez ensemble, où un trait de caractère le révélait, le mettait à nu? Oui, c'est le regard, quelquefois. Quand on abordait certains sujets, on sentait qu'il se retranchait, comme derrière une barrière. Il se renfermait. Il avait un regard presque inquiétant, avec des fixités. Tout transpirait, il transpirait l'effort permanent, une volonté tendue. Ça avait quelquefois des aspects tragiques. Connaissez-vous le secret de sa réussite? Moi, je crois que le secret de sa réussite, c'était un caractère qui lui était tout particulier. C'est-à-dire, il n'était pas provincial, comme la plupart de nos hommes politiques, sans aucune offense pour n'importe qui. Mais il était, à ce titre-là, exceptionnel. Il ne regardait pas seulement son pays, l'Italie, il regardait plutôt vers le monde entier. Il avait une conception internationale de la politique et des nécessités, et cette vision, cette vue grandiose qu'il avait, lui était, je dis, particulière. Sa réussite a plusieurs secrets. D'abord, je crois que le plus important, c'est son pouvoir de concentration sur un seul but. C'est un homme qui travaillait 16 heures par jour, n'est-ce pas, et qui ne pensait qu'à ça, c'est-à-dire au succès pas dans l'argent, puisqu'il n'était pas avide d'argent, mais dans le pouvoir, n'est-ce pas. Et un autre secret était certainement la faiblesse extrême des gens qui avaient affaire avec lui, n'est-ce pas. Je parle surtout des classes politiques et administratives italiennes, n'est-ce pas, qui résistent à tout sauf qu'à la tentation, n'est-ce pas. Et je n'en dis pas plus, mais je crois que c'est assez. Mattei avait découvert une chose que dans le monde moderne est très importante, qu'on ne peut pas être Rockefeller, le Rockefeller du 19e siècle, si on a l'argent des autres dans les mains, de l'argent privé. Il fallait avoir de l'argent de l'État pour pouvoir avoir le pouvoir et la liberté et le respect d'autrui que Rockefeller avait il y a 100 ans. Pouvait-on se faire un ami de Mattei? Il pouvait être très généreux, ils avaient des élans de générosité, mais c'était comme quelqu'un qui octroyait ses bénéfices, sa protection, son aide, mais l'intimité de son amitié, de sa personnalité, je crois que personne la connaissait, personne n'y était arrivé. De Mattei, on pouvait être seulement ou bien un serviteur ou bien un ennemi, et c'était beaucoup plus honorable, je crois, d'être un ennemi.
Oh, il était absolument généreux. Il était tellement doux dans son intime que il était aimé par tout le monde. Il était capable de se faire aimer de n'importe qui. Personnellement, je n'étais pas un de ses amis, j'étais un de ses compagnons. Mais je ne crois pas qu'il en ait eu beaucoup, en admettant qu'il en ait eu. Il n'attirait même pas, à vrai dire, il n'attirait pas la sympathie. On ne pouvait que se faire un ami de Mattei, parce que Mattei n'avait presque pas de relations indifférentes avec des messieurs avec lesquels il était poli. Il voulait avoir des adversaires ou des collaborateurs qui soient tous d'un certain niveau et avec lesquels il était vraiment honnêtement lié par une grande affection. Je crois que presque tous ses collaborateurs sont avant tous des amis à Mattei. Que pensez-vous de son œuvre? C'est une œuvre vraiment importante, la plus grande, je crois, qui a été réalisée dans l'Italie de l'après-guerre, et je pense même dans son histoire, dans l'histoire de l'Italie après son unité. Son œuvre, certainement, a des dimensions énormes, n'est-ce pas, puisque, en partant du méthane, il est parvenu à bâtir un tas de choses, enfin, des proportions grandioses. Ces choses sont-elles viables? Je ne le crois pas. Il a pu les monter parce qu'il avait l'argent de l'État auquel il ne rendait pas compte de l'usage qu'il faisait de cet argent. L'usage qu'il faisait de cet argent était surtout la corruption. Il faut dire que Mattei était le plus grand corrupteur de la vie italienne. Ça, je l'ai dit de son vivant, et je n'ai aucune difficulté à le répéter maintenant qu'il est mort, n'est-ce pas? Il a corrompu toute la vie politique italienne pour monter des choses dont, de l'utilité desquelles, enfin, je me doute. J'ose dire que la tragédie de Mattei est qu'il a employé pour se libérer des entraves politiques les moyens que presque tous les grands hommes, les grands organisateurs, les grands fondateurs d'empires financiers ont employé. Et en même temps qu'il améliorait le ténor de vie des Italiens, la dignité des Italiens, la prospérité des Italiens, en même temps, il humiliait la vie publique italienne parce que le poids de son pouvoir était énorme. Et naturellement, il finançait journaux, magazines, il finançait des partis politiques et des sections à l'intérieur des partis politiques. Tout pour créer une ambiance de liberté pour ses initiatives. Si Mattei avait vécu 15 ans, 20 ans encore, où pensez-vous qu'il aurait abouti? Non, il n'aurait abouti à rien puisqu'il était déjà à la fin. Il s'était rendu. Sa situation était intenable et il le savait. Et d'ailleurs, son accord avec la ESSO qu'on a fait maintenant avec la New Jersey Standard Oil, n'est-ce pas, avait été déjà amorcé de son vivant. Il s'était rendu au pétrole américain et au dollar américain, le seul qui pouvait le sauver, puisqu'il ne pouvait plus sortir de son trou. C'était une faillite, en somme. C'était une faillite très amère. Je crois qu'il est mort au juste moment. Il a eu de la chance, même en cela. J'ose dire qu'un homme comme lui est un de ces hommes qui naissent une fois par siècle. Vous savez, dans le passé, les grands hommes étaient des poètes, ou des sculpteurs, ou des musiciens. Maintenant, ils sont des industriels. Mais tout ce qu'il a construit était un jeu, et un jeu très risqué. Il aimait le risque, la vérité, comme tous les audacieux. Il est retombé sur ses pattes bien des fois. Et à vrai dire, depuis 2-3 mois, nous savions tous que ses affaires étaient compromises. Il s'était tellement avancé que nous ne croyions pas qu'il aurait pu tenir très longtemps. Nous attendions, pour dire la vérité, nous attendions tous un événement. Mais comme il était très puissant, les pessimistes avaient peut-être tort, ils s'en seraient probablement tirés. Il s'est toujours tiré de tous les mauvais cas. À Rome, dans le cube de verre et d'acier de Léni, tout fonctionne. L'électronique, les voyants lumineux, les ascenseurs. Mais il y plane un vide sépulcral. Mattei avait une revanche à prendre. Laquelle, nous ne l'avons pas trouvée. Au 20e étage, un bureau désert, celui d'Enrico Mattei. Personne n'a rien touché.
On n'a même pas remis à jour le calendrier arrêté le 26 octobre, veille de sa mort. Il laisse des usines, du travail, des fils qu'il faudra démêler. Il laisse aussi sa pyramide comme un pharaon. La pyramide du pharaon Mattei est de verre et d'acier.